Salut à toutes et à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après avoir analysé le main event de l'UFC 268 entre Kamaru Usman et Colby Covington. Place cette fois-ci à l'analyse d'un combat qui pue la testostérone. D'un côté, Justin Gaethje, ex-champion intérimaire des poids légers, il a remporté plus de bonus de performance qu'il n'a de combat dans l'organisation, et puis de l'autre, Michael Chandler, ex-champion des poids légers mais au Bellator, et peut-être le combattant le plus puissant de la catégorie des lightweights. Pour m'aider à analyser ce combat, on retrouve Tarek qui est le coach de Patrick Abirora, qui est parti en compétition à Abu Dhabi. C'est donc son entraîneur principal qui le remplace. Un grand merci à Tarek. Comment tu vas, Tarek? Merci à toi de m'avoir encore à nouveau. Et je ne suis qu'un simple remplaçant en attendant celui qui est fait pour ce taf. Justin Gaethje, Michael Chandler, deux combattants au style très agressif. Sur papier, on devrait vraiment avoir droit à une opposition explosive et sûrement un chaos. Sur papier, exactement, mais je pense que rien qu'en disant leur nom à eux deux, on peut déjà ressentir des frissons à imaginer quel combat ça peut être. Il a tout pour être le combat de la soirée, le chaos de la soirée, la performance. Plein de fois, on a eu droit à deux punchers et quelquefois, on a pu être déçu parce que on n'a pas eu ce qu'on attendait. Mais dans ce combat, je pense que on aura ce qu'on veut, quoi. Justin et Michael ont en tout cas plusieurs similitudes. Un title shot perdu lors de leur dernier combat, un gros background en lutte, une façon d'approcher chaque opposition avec un état d'esprit de tuer ou se faire tuer. Ils se sont également tous les deux fait un nom dans une autre organisation avant de débarquer à l'UFC. Où est-ce que tu places Justin Gaethje et Michael Chandler dans la hiérarchie des poids légers? Je suis pas trop pour les classements avec des chiffres, mais c'est clair qu'ils sont au top de la catégorie. Cette catégorie, en ce moment, elle est vraiment, c'est l'une des plus excitantes, l'une des plus passionnantes. On a donc le combat pour le titre qui arrive en fin d'année. On a Makhachev qui est en train de monter petit à petit. Enfin, petit à petit, plus trop, quoi. Il est clairement dans le top 5, même si, voilà, encore une fois, cette hiérarchie, pour moi, elle est un peu juste là pour, voilà, d'un point de vue marketing, évidemment. Tous ces mecs-là sont le top. Ils peuvent combattre l'un contre l'autre, les combats seront serrés. Justin Gaethje m'a en tout cas vraiment marqué lors de sa victoire sur KO technique face à Tony Ferguson, victoire dans le 5e et dernier round. Il a tout simplement réussi à mettre un terme à la série impressionnante de 12 victoires consécutives de celui qui à l'époque était encore considéré comme le boogeyman des lightweights. Rarement vu un combat aussi violent, c'était vraiment choquant, Tarek. Je pense que ça a été le tournant de la carrière de Tony Ferguson, malheureusement. Même s'il avait commencé le combat en étant confiant, il venait comme d'habitude avec des déplacements nonchalants, une attitude un peu nonchalante. Durant les dernières secondes du combat, c'était plus le même homme. Et c'est même une face de lui qu'on n'avait jamais vue auparavant. On l'a vu brisé mentalement. Le fait qu'il ait pris un dernier coup qui était ce qu'on appelle le coup de trop, et qu'au moment où il le prenne, qu'il secoue son visage, qu'il recule un peu en arrière, et que tu vois dans son attitude de la vulnérabilité, de la faiblesse. On n'avait jamais vu ça avant avec Tony Ferguson, et tout le mérite revient à Justin et à son camp pour avoir... il l'a détruit physiquement et il l'a détruit mentalement, en fait. Et là, malheureusement, on l'a vu même par la suite, ses performances à Ferguson, que, voilà, que ça a plus été... Même, c'est pas juste le fait d'avoir perdu, tu sens il a perdu depuis, mais il a perdu autre chose qui est plus à l'intérieur de lui, au fait, malheureusement. Et pour revenir à Justin, ouais, il a fait une performance incroyable. Il y avait pas de mots pour la définir. Je pense il a choqué tout le monde. Ce qui était encore plus impressionnant, c'est qu'il n'y avait pas de public. Donc, on entendait chaque frappe qu'il mettait. Il a montré qu'il pouvait être cérébral et pas juste être un combattant, un brawler sauvage. Justin Gaethje, lui aussi, reste sur une défaite, sur soumission au deuxième round face à Khabib. Pourtant, de nombreux spécialistes pensaient que Justin avait tout ce qu'il fallait pour peut-être faire chuter le champion incontesté des poids légers. Ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, Tarek? Je vois pas comment il aurait pu le battre. Pour moi, c'est pas un combattant qui a ce qu'il faut. Pour plusieurs raisons. Pour déjà ce qu'il faut en tant que combattant pour battre Khabib, je crois qu'il faut vraiment un modèle de combattant spécifique pour pouvoir le défaire. On voit bien qu'il a passé un cap au niveau de son pied-point. Comme on a pu le voir, on dirait qu'il a perdu certains réflexes du fait qu'il ait eu du mal à défendre, les amener au sol, encore plus d'un point de vue du grappling. Donc tout le monde commençait à questionner, mais est-ce qu'il fait vraiment du grappling? Vu que ça s'entraîne avec Trevor Whitman, peut-être qu'il fait que de la boxe, peut-être qu'il fait plus tout ça. Alors que non, tu peux être sûr. Là, même comme on l'a vu la préparation de ce combat, il lutte même avec Ousmane, qui est plus lourd. Tu vois, il y a des données qui manquent par rapport à ces préparations, qui automatiquement nous poussent à
et mettre des déductions comme celle-ci, au fait. Et quand tu vois ce combat-là, tu te dis que même s'ils avaient combattu 20 fois, Mhm. Khabib aurait gagné 20 fois, en fait. Et en tout cas, depuis cette défaite en octobre 2020, le temps passe vite. Justin Gaethje n'a tout simplement plus combattu dans une catégorie des légers archi compétitives. Est-ce que ça risque peut-être de lui poser des problèmes, à commencer justement pour son combat face à Michael Chandler? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense pas qu'il y ait un impact sur le fait qu'ils combattent pas souvent, qu'il ait plus combattu depuis. C'est des mecs qui ont assez combattu que pour se forger ce mental de pouvoir y aller à n'importe quel moment, en fait. D'un point de vue mental, peut-être que venir après une victoire, ben, ça l'aurait peut-être aidé. D'un point de vue mental, revenir d'une défaite, peut-être que ça va l'aider encore plus. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans ce combat. C'est des gars qui savent rebondir sur une défaite. Ils ont cette mentalité. C'est des vrais warriors. C'est des vrais compétiteurs. Ils ont vraiment l'esprit qui va avec. Ce qui est sûr, Tarek, c'est que Michael Chandler, lui, il a pas perdu de temps, il a une toute autre approche par rapport à celle de Justin Gaethje. Alors, l'ancien champion des poids légers du Bellator a combattu à 2 reprises cette année. Pour son premier combat à l'UFC, il a tout simplement éteint Dan Hooker après un seul round. Ça, c'était une masterclass quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'y attendaient pas de cette manière, en fait. À mon avis, Dan Hooker se méfiait de la droite. Et c'est pour ça qu'il se déplaçait plus de l'autre côté. Il n'a pas dû voir les derniers combats lors de Chandler, et je pense les autres non plus, enfin ceux qui l'ont sous-estimé, qui pensaient qu'il allait perdre, surtout dans un combat debout. Il a du punch dans les deux mains. Et pour moi, c'est le plus gros puncher de la catégorie. C'est celui qui a plus de KO power dans un seul coup, plus que Justin Gaethje. Ouais. Il a été méthodique, il a été hyper patient, il a vraiment pris son temps à instaurer une pression avec des déplacements, mais sans mettre trop de coups. Il a mis du temps justement avant de mettre des coups. Hooker était plus sur la défensive. Il s'attendait sûrement à ce takedown qui aurait pu arriver à n'importe quel moment. Il y a cette droite au corps qui est ratée et puis il revient au-dessus. C'était magnifique. Il était d'ailleurs aussi à 2 doigts de remporter le titre après un gros premier round face à Charles Oliveira. Il s'est fait cueillir à froid au début du second round. Il a fini par s'incliner sur KO technique. Ça lui a coûté donc une potentielle ceinture. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance globale de l'Américain malgré sa défaite face à Charles Oliveira? Il avait montré quelque chose d'intéressant, c'était que c'est pas parce que tu es au sol dans une situation dangereuse avec un jiu-jitsuka renommé que tu dois paniquer, que c'est la fin du monde. Ouais. Charles Oliveira avait son dos et il n'a pas réussi à le soumettre. Et ça, c'est un aspect de Chandler que beaucoup sous-estiment juste parce qu'il vient du Bellator, en fait. C'est pas juste un lutteur. C'est un lutteur qui a un grappling. Il reconnaît les positions. Il sait ce qui se passe. Il est patient. Il prend son temps. Il est expérimenté. Et il arrive à sortir de situations dangereuses, même contre un gars du calibre d'Oliveira, comme on a pu le voir. Pour le côté négatif du combat, j'ai l'impression qu'il ressentait un peu de pression. Les choses sont passées très vite pour lui quand il était à l'UFC. Peut-être qu'il n'était pas encore prêt à ce moment-là. Pour moi, il a déjà tout ce qu'il faut d'un point de vue de son panel technique, expérience, tout ça, pour être un champion. Le mental aussi. Au niveau de son énergie, il n'a pas toujours été au top, on va dire. Il ne préserve pas trop son énergie, il se donne toujours à fond dans ses combats. Un peu plus aujourd'hui, comme il a su montrer qu'il pouvait être méthodique. Au début du deuxième round, il me semblait un peu fatigué, au fait. Rien que dans ses déplacements, le fait qu'il recule, le fait qu'il ait reculé en début de deuxième round, qui était un peu même fermé, bah, automatiquement, sa défense, elle est moins bonne. C'est pas un mec qui a un head movement, c'est pas un gars qui va chasser les coups. Il va toujours rester dans la même posture, buste bien droit, jambes bien écartées, bien bas sur ses appuis. À ce moment-là, c'est là où il était vulnérable dans un bête contre et c'est un contre qui en dit long sur ce qui peut se passer dans ce combat, justement. Tarek, Justin et Michael, on a parlé de leur similitude. La plus grande, c'est le fait que tous les deux ont un énorme background de lutteurs. Pourtant, aujourd'hui, on peut clairement dire qu'il s'agit peut-être de 2 des strikers les plus dangereux, les plus puissants de la catégorie. On sait que Justin fait très mal avec ses kicks, alors que Michael Chandler a vraiment du béton armé à la place des poings. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de changer de style au cours de leur carrière, finalement? Je pense que ça fait partie déjà de leur personnalité, parce que même si tu es un combattant et que tu lui dis, écoute, il va falloir vraiment que tu apprennes à boxer, parce qu'au final, là, tu es ennuyant, il y a d'autres lutteurs, il y a des meilleurs lutteurs que toi, sûrement. Donc, il faut vraiment que tu apprennes à boxer pour devenir plus divertissant et que ta valeur augmente un peu. Mais il y a des gens, même si tu leur dis ça, même si tu leur apprends, ça va peut-être pas ressortir. Eux, tu sens qu'ils ont vraiment déjà une fibre. Ils ont déjà une fibre
prédisposés pour ça. Que ce soit Chandler au niveau de son explosivité et que ce soit Justin au niveau de sa personnalité. La sensation quand tu mets quelqu'un KO, quand elle arrive la première fois, puis la deuxième fois, tu deviens un peu addict à ça. Non seulement ils sont addicts au fait de mettre les gens KO, mais ils deviennent maintenant addicts à comment les mettre KO. Donc, au procédé, donc au fait de mettre des frappes au visage de leur adversaire, quoi. Enfin, visage pour Justin, Chandler, il va plus au corps et à la tête. J'ai quand même envie de toucher un mot concernant le co-main event entre deux des femmes les plus dangereuses au monde, hein. Rose Namajunas d'un côté, Zhang Weili de l'autre, qui vont s'affronter d'ailleurs pour la deuxième fois de l'année. On sait qu'au premier combat, Tug Rose l'avait facilement emporté avec un magnifique high kick qui a surpris la chinoise. Cette victoire de Rose Namajunas lui a permis non seulement de remettre la main sur une ceinture, mais en plus de cela de mettre un terme à la série de 21 victoires consécutives de Zhang Weili. Ouais, Est-ce que selon toi, c'est énorme? Est-ce que selon toi, le rematch risque d'être plus compétitif que le premier combat? Honnêtement, encore une fois, on parle encore d'opposition de style. Dans cette opposition de style, honnêtement, quand je vois les forces et c'est un peu comme ça même que je travaille avec mes gars quand on établit une stratégie pour un combat, on regarde un peu les forces et les habitudes de l'adversaire, les forces et les habitudes que nous, on a, qu'est-ce qu'il pourrait exploiter chez nous et au niveau de les faiblesses, mais surtout au niveau des habitudes, et qu'est-ce qu'on pourrait exploiter au niveau de l'adversaire, au niveau de ses faiblesses et au niveau de ses habitudes. Quand je compare ça entre L2, je vois pas ce qui est présent chez Rose que Weili pourrait donc observer et utiliser contre elle, au fait. Weili, sa force, elle réside vraiment énormément au corps à corps. Il suffit qu'elle te touche, je veux dire, à distance de frappe, elle te ramène à ce moment-là dans une position de clinch, et là, elle se fait plaisir. Là, elle s'amuse, elle se régale. Mais est-ce qu'elle arrivera à mettre vraiment la pression à Rose que pour finir dans cette position? Est-ce qu'elle arrivera vraiment à toucher Rose de manière nette? Est-ce qu'elle pourrait éventuellement l'emmener au sol et espérer quelque chose aussi là? On regarde à ce moment-là le style de Rose. Elle gère la distance comme aucune autre fille dans la catégorie. Quand il y a un rematch qui se fait dans un laps de temps très court, généralement, je pense dans plus de 90% des cas, le résultat est le même. On en vient justement à tes pronostics. Alors, vu qu'on vient de parler de Rose Namajunas Zhang Weili numéro 2, commençons avec ton pronostic pour ce combat. Mais si j'en crois ce que tu as dit, tu penses que Rose devrait conserver sa ceinture? On n'est jamais sûr à 100%. On ne sait pas dans quel état cette personne va arriver, dans quel état je serai à ce moment-là, le moment présent. Si Weili arrive en forme et bien préparé et avec une bonne défense, en prenant en considération les points forts et les habitudes de Rose, elle peut la battre, c'est clair. Mais avec le laps de temps court qu'il y a eu, évidemment, le cerveau qui se trouve derrière Rose, même si encore une fois, avoir un cerveau derrière, ça veut tout et rien dire, parce qu'encore une fois, c'est le combattant qui se retrouve seul dans la cage. Mais je pense que Rose va la battre à nouveau. Et ça serait bien pour elle, tu vois, qu'elle affirme vraiment sa position en tant que la queen des 52 kilos. Elle est invaincue dans les rematchs. Rose. Je pense honnêtement que Rose peut s'imposer sur une nouvelle fois un TKO, mais cette fois-ci au second round. Ça, c'était pour Rose Namajunas Zhang Weili, le co-main event de l'UFC 268. Passons maintenant à Justin Gaethje, Michael Chandler. Comment est-ce que tu vois ce combat de taré se passer, Tarek? J'aurais kiffé que ce fight se fasse même pas en 5 rounds, mais en 25 rounds, parce que t'as pas envie qu'il s'arrête. Il y a tellement de possibilités que l'un prenne le dessus, que l'autre prenne le dessus, puis que l'un prenne plus que l'autre, même pendant le combat. Ce qui peut faire la différence à ce moment-là, c'est vraiment une petite erreur, ça va vraiment être Henry Hooft contre Trevor Whitman. C'est deux écoles qui vont venir avec leur stratégie claire, adaptée au gars qui est en face. Je pense pas que ça va lutter. Si ça lutte, ça va lutter du côté de Chandler. Sans oublier que c'est ça, au fait, qui est intéressant avec Chandler, c'est qu'il est petite taille, mais les gens ne réalisent pas que les gens petite taille sont un peu plus durs à toucher, au fait. Parce que je frappe vers le bas, je peux facilement me faire contrer aussi. Alors que lui frappe vers le haut, il est automatiquement protégé avec ses épaules. Ça ne veut rien dire du fait de combattre quelqu'un plus petit. C'est au niveau de la longe qui compte. Et lui, justement, on va avoir du mal à toucher, non seulement parce qu'il gère bien la distance, parce qu'il a les jambes bien écartées, il travaille en in and out, mais il a une plus grande allonge que la plupart des gars qui combattent qui sont plus grands que lui. Là, notamment dans ce combat, il a un pouce d'allonge en plus que Justin Gaethje. Chandler arrivera peut-être moins méfiant que contre Hooker. C'était son premier fight à l'UFC, il y avait beaucoup d'enjeux, il fallait pas trop qu'il prenne de risques. Avec Justin, il se dira peut-être que j'ai une opportunité maintenant, soit d'emmener le combat au sol à ce moment-là, après un low kick, ou de contrer ses kicks avec des points. Et du côté de Justin, il a déjà un peu la sensation d'une stratégie qu'il pourrait adapter. C'est la stratégie qu'il a adaptée
face à Ferguson. Step back, crochet gauche, step back, crochet gauche, c'était l'histoire du fight, quoi. Et c'est un scénario qui peut arriver face à Chandler. Si Chandler ne se jette sur ses droites, genre une droite au corps, comme on a vu le faire justement contre Hooker, ou une droite à la tête, il n'est pas à l'abri d'un contre à ce moment-là qui peut venir le sonner ou même l'éteindre directement. Chandler ne doit pas aller à la bagarre. Justin, par contre, il devrait, tout en restant conscient de ce qui se passe. Contre Chandler, il va falloir le faire reculer à base de low kick, à base de feinte, lui faire peur avec les crochets. Et puis au moment où il est contre la cage, là, commencer à l'allumer, mais de manière peut-être un peu plus sauvage, peut-être même venir au clinch comme il l'a fait contre Johnson. Pour ceux qui ont une plus grosse idée, ben, on attend vos pronostics en commentaire. Moi, personnellement, je vois Michael Chandler remporter le premier round, mettre Justin même knockdown peut-être une ou deux fois. Mais je pense que à l'usure, les low kicks de Justin Gaethje devraient abîmer la jambe d'appui de Michael Chandler. On a vu que Dan Hooker connecté de temps en temps avec ses low kicks. On a vu que Charles Oliveira a ouvert le premier round du premier combat. Je pense qu'au bout de 10-15 secondes a fait perdre l'équilibre à Michael Chandler aussi sur un low kick. Et quand on connaît les low kicks de Justin Gaethje, je pense que à l'usure, ça risque de faire très mal à Michael Chandler et donc victoire sur KO de Justin Gaethje au deuxième round. Encore une fois, un grand merci Tarek d'avoir remplacé au pied levé ton combattant Patrick Abirora. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et faites aussi un tour sur les réseaux sociaux de la salle du Naja Askarbek qui est la salle où officie Tarek. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous êtes tous les bienvenus. Et à la prochaine. Merci à toi, Elias.